C'est comme tout, hein. Enfin, là, on le voit très bien que dans toutes les facs, ils font une sauce différente. Il y en a qui font du full distanciel, il y en a qui font moitié-moitié. Enfin, il n'y a pas d'uniformisation. Anutran dans le chat qui me dit que c'était lui qui avait Ouais. dit ça. Du coup, si tu peux un peu nous en dire plus. Mais c'est vrai que ça m'avait étonné de voir que ça avait été soulevé comme idée. Ça me surprend pas, moi, parce que Ah ouais? vraiment, c'est quelque chose qui. Non, non, ça me surprend pas. Et je pense qu'il y en aura plus que ce qu'on pense. Ah, c'est quand même particulier de passer le grand oral à la maison, je trouve. Non? Oui, c'est particulier, mais c'est la mode en ce moment. Ouais, c'est la mode. Et, et ouais. Donc je pense qu'honnêtement, il y aura plusieurs IEJ qui vont. Enfin, je sais pas encore comment l'épidémie va évoluer, mais si ça continue comme ça, il y aura plusieurs IEJ, à mon avis, qui vont faire le grand tour en distanciel. Vous, en Autriche et en Irlande, c'est comment là, le virus, c'est maîtrisé ou c'est un peu M- comme la France? Moi, c'est Vienne en particulier, ça commence à empirer un peu, Ah ouais? mais c'est quand même, oui, oui, mais c'est pas encore le niveau de la France. Ok. Ok. Ouais, en Irlande, c'est pas la folie. On a eu très peur là en début de semaine qui reconfine l'ensemble de Dublin, mais un confinement total. Et le gouvernement a refusé. Donc, écoute, pour le moment, on va dire que on ne court pas les pubs. Je ne cours pas les peuples. Là, peut-être c'est mieux pour mon son. Vous me direz dans le chat. Sinon, j'augmenterai. C'est vrai que ton son est pas terrible, Xav. Même moi, je t'entends pas super bien. Ouais, je pense que c'est parce qu'au début, mon micro était pas branché. Du coup, c'était sur ma webcam. Et du coup, là, j'ai un peu plus de mal à. Mais ouais, sinon, ouais. Attendez, continue. Il y a le Scholar 92 qui nous demande comment faire pour s'entraîner en temps réel quand on n'a pas encore acquis la méthode et les fondamentaux. Pour le moment, j'ai préparé mes codes après une lecture des fascicules. Bah alors, déjà, à mon avis, si tu as déjà fait une lecture entière des fascicules, tu connais les grands principes. T'as pas forcément les textes en tête, forcément les articles de la CEDH que tu vas utiliser ou de la Constitution ou quoi, ou du bloc de constitutionnalité, mais tu dois avoir en tête les grands principes. Par exemple, le droit à la sûreté, le droit à la vie privée, les notions d'ordre public, quelques notions procédurales. Donc, en fait, mine de rien, ça suffit quand même déjà pour pouvoir te lancer dans un grand taux. Donc, et pour la méthode, ben justement, ça s'acquiert à force de travailler. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des potes en fait avec qui tu peux t'entraîner, avec qui tu peux travailler. Un groupe de deux ou trois et vous vous faites des grands taux blancs. Alors, vous vous adaptez au format de votre IEJ. L'idéal, c'est de prendre des personnes du même IEJ. Et vous vous posez des petites questions comme ça. Et après, vous essayez de vous challenger pour voir un peu votre niveau de connaissance. Et le fait d'écouter les autres, ça va aussi vachement renforcer toi-même tes propres connaissances. Parce que tu vas te dire, ah ouais, putain, il a parlé de ça, j'y avais pas pensé, mais je l'aurais. Mais en fait, c'est pertinent, tu vois. Donc, et si tu as la chance d'avoir quelques autres copains qui le préparent, n'hésite pas à essayer de créer un groupe de travail avec eux. Et en parlant de ça, du coup, j'ai pu contacter là, les premières personnes qui s'étaient inscrites là pour nous, ce qu'on avait mis en place pour les simulations, justement pour typiquement ce qu'Anto avait dit de entendre les autres parler. Et a priori, ça devrait commencer la semaine prochaine, mardi prochain a priori. Donc à la même heure. C'est top. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire parce qu'il y a moins de personnes qui avaient répondu au sondage qui se sont inscrits par rapport au fait qu'ils étaient chauds pour le faire. Donc n'hésitez pas à le faire et pas trop tarder parce que je pense que plus on va se rapprocher du grand trou, plus les gens vont se bousculer. Donc Oui, ça va se remplir, les ouais, créneaux vont se remplir. ça va être plus compliqué. Donc dites-moi si là vous m'entendez mieux si vous m'entendez mieux vous les gars ou pas? C'est un peu mieux, ouais, je pense. Sinon je peux toujours forcer mais si vous entendez après mon son d'arrière-plan c'est peut-être pas top. Ok. Après, petit point actu, moi, j'ai pas vu grand-chose. Il y a peut-être, au niveau de la liberté d'expression, je sais pas si vous avez vu, Facebook qui a supprimé un message de Trump qui disait que le Covid n'était pas pire qu'une petite grippe. Mais j'ai pas Donc, compris, est-ce que ça a été signalé
puis ça a été supprimé ou unilatéralement c'est pas passé? Je saurais pas dire, mais même si c'est signalé puis supprimé, je veux dire, ça avait pas. Est-ce que ça avait vraiment Ah oui. un caractère? Ah ok. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est surtout que c'est la voix, entre guillemets, on peut dire, est-ce que la voix du président américain a plus de voix que quelqu'un d'autre sur les plateformes? Non, quoique... Bah, ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est une bonne question. Facebook l'a supprimé et Twitter l'a masqué. Pour violation des règles, je suis en train de regarder pour violation des règles de désinformation en matière de santé. Ah oui, ça, ils ont pas pardonné, quoi. Donc, donc il y a peut-être une question, liberté d'expression. Est-ce que les plateformes de réseaux sociaux peuvent réguler elles-mêmes la liberté d'expression des gens sur leur plateforme? Je pense qu'il y a un sujet. Ah oui, il y a tout à fait un sujet et beaucoup d'implications. Ah oui, oui, oui. Notre M qui nous dit, il y a cet arrêt de la Chambre sociale, bien sûr, qui autorise les employeurs à se servir des informations sur Facebook dans le cadre d'un contentieux avec un salarié. Alors en l'espèce, c'était une clause de non pour l'application d'une clause de non-concurrence. Et en fait, mais bon, la portée est limitée de ce que j'avais lu. C'est uniquement s'il n'y a pas d'autres moyens de preuve pour l'employeur. Là, en l'occurrence, il pouvait montrer la violation de la clause de concurrence uniquement en se fondant sur le Facebook de l'ancien salarié ou du salarié, je ne sais plus s'il est encore en contrat. Et du coup, ouais. Mais ça, par exemple, typiquement pour les gens qui ont des commentaires en droit à liberté fondamentale, c'est des trucs qui peuvent tomber, ça. Oui, ça, c'est sûr que ça peut être repris. Hein. Ah oui, il y a effectivement Lombinous qui nous dit l'actu liberté d'association avec la loi contre le séparatisme et les possibles interdictions pour les associations jugées contraires aux valeurs de la République. Tout à fait, je l'ai vu aussi. Tout à fait, c'est Je trouvais que pour l'instant le concept était assez flou, malgré les essais du gouvernement d'essayer de discuter, de présenter le truc. J'ai trouvé que c'est encore un peu tatillonnant. Ouais, ouais. En tout cas, tu auras une déclaration préalable de l'association qui jure, en fait, lorsqu'elle remplit le CERFA, je crois, qu'elle promet respecter les valeurs de la République, blablabla. Ou alors c'est pour les subventions publiques, mais il y a un vrai sujet là-dessus aussi sur effectivement cette limite qu'on pose à la liberté d'expression, Ouais, à la liberté d'association. Non, il y a un sujet totalement où le président s'est exprimé là-dessus, a fait un discours cette semaine. Oui, il y a un réel sujet, ouais. Toi, peut-être, Antoine, un petit sujet, tu m'en avais parlé. Non, moi c'est plus en zonant sur YouTube, je suis tombé sur, j'avais loupé le passage d'Éric Dupond-Moretti chez C'est à vous. On en parlait la semaine dernière de C'est à vous pour les passages de Badinter, mais là c'est Dupond du coup, le ministre de la Justice qui est passé dessus et qui livre, je trouve, une très belle clarification de toutes les affaires en fait, de tout ce qui se dit en fait, et qui, alors je ne vais pas dire rabat le caquet, mais qui met les points sur l'I, qui rappelle son rôle de ministre et ce pourquoi il est là. Et ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. Moi qui suis pas un grand fan d'Éric Dupond-Moretti, mais la vidéo est très agréable et il est très bien, il est très solide. Donc ça dure une demi-heure, ça détend. Sinon, pour ceux qui veulent le regarder en live, interviewé demain chez Bourdin. Demain matin? Demain matin, c'est l'invité de Jean-Jacques Bourdin et Éric Dupond-Moretti. Ah, vraiment, avant, il était assez rare, maintenant c'est à toutes les sauces. Oui. Hein. J'ai vu qu'il avait lancé les vlogs Facebook, nouveau concept. Oui, on n'arrête plus. On n'arrête plus, mais alors après, je viens de penser à deux autres petites choses. Vous avez l'augmentation de la durée de l'IVG, qui est actuellement proposée, de 12 à 14 semaines. Et l'abaissement de la majorité, bon ça c'est une proposition des écolos je crois, l'abaissement de la majorité, enfin du vote en tout cas pour à 16 ans. Ouais voilà c'est ça. Pour certaines élections. Donc bah voilà, c'est des trucs. Je pense pas qu'il y ait vraiment matière à faire des grands... Bah si, il y a matière à faire des grands débats, mais en tout cas, l'avoir en tête, parce que si on vous demande par exemple aujourd'hui quelle est la durée d'avortement, ouais, ou quelle est l'actualité du droit de vote, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, typiquement, c'est ça. Pareil pour la majorité. Oui, voilà, c'est ça, c'est de l'actu.
dans le chat, notre homme qui dit est-ce que ce n'était pas déjà possible de dissoudre des associations contraires aux valeurs de la Oui, République avec. c'était possible. C'était possible. Oui, ça existe à Mais chaque je, fois. Ouais. oui, oui, oui. Mais je pense que là, il y aura plus un contrôle a priori, j'ai l'impression. Mais à vérifier. Darmanin a précisé que le terme séparatisme serait supprimé de l'intitulé du texte. Ok. Oui, bah oui, bah, de toute façon, ça, cette loi, en fait, ce qu'il faudra regarder, c'est la loi telle qu'elle est sortie après le Conseil constitutionnel, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de dispositions qui vont sauter. Bah, c'est sûr que vu comment ils ont commencé à attaquer, oui, et ça partait pas tout droit. Ok, ok. Bah aujourd'hui, de toute manière, petit quiz plutôt axé, on commence un peu, on verra à quoi ça mène, mais là plutôt axé liberté d'expression, donc plutôt thématique. Je vois que sur les 7 questions, il n'y en a qu'une qui n'est pas sur la liberté d'expression, mais sinon, quiz sur la liberté d'expression. En 30 secondes, montre en main pour ceux qui nous rejoignent comment ça fonctionne sur les quiz. En gros, vous allez pouvoir voter directement sur l'écran. C'est assez simple, vous allez voir quand ça va apparaître, vous allez pouvoir voter. Faites gaffe parce que nous, il y a un sens ABCD et c'est mélangé, donc reportez-vous vraiment à la lettre pour laquelle vous voulez voter plus qu'à l'ensemble. C'est un QCM de rapidité, donc plus vous répondez vite, plus vous avez de points, mais si c'est une mauvaise réponse, c'est un malus. Et sinon, je pense que en 30 secondes, c'est à peu près tout. Et si vous avez un problème, bah, n'hésitez pas à le dire dans le chat, on saura vous aiguiller. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, peut-être les gars Je pense qu'on peut se lancer. Je pense qu'on a fait le tour de l'actu la plus brûlante. Oui, de toute manière, n'hésitez pas à réagir à chaque fois aux questions, ou même si vous avez quelque chose à dire, c'est toujours intéressant même pour l'actu de la partager, parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas vu passer cette semaine. Que le meilleur gagne. Ouais, que le meilleur gagne. Normalement, là, vous avez le texte qui apparaît, enfin les règles qui apparaissent à votre écran. Tac. J'ai montré la première question parce qu'à chaque fois, je sais pas si quand je lance le jeu, ça lance le chrono ou pas. Alors, je vous propose de passer à la première question. Question textuelle. Alors, lequel de ces articles n'est pas un des piliers de la liberté d'expression en France? Est-ce que c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme? Est-ce que c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce que c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme? Ou est-ce que c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Donc, première question sur les fondements de la liberté d'expression en France. Je vais le lancer. Et soit ça va apparaître. Alors. Et donc ça lance bien le QCM. Donc première question, vous avez 15 secondes pour répondre. Donc première question pour cette fin d'après-midi. La bonne réponse c'était la réponse C. Majoritaire dans le chat. Tac, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être remonter ça, ce sera peut-être mieux. C'est un peu flou, Xavier, j'ai l'impression. Non, ça se lit. Ça va ou pas? Ouais, non. Donc, oui, l'article 6, c'était bien entendu celui qui n'était pas le socle de la liberté d'expression. Je pense que vous l'avez aussi, les gars, peut-être l'article 6. Ouais, moi je l'avais. En tout cas, c'est ce que j'ai voté. Ouais, concernant l'accès à. Enfin, en résumé, l'accès à un procès équitable. Droit de la défense. Ouais, accès procès équitable, droit de la défense, ça.
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, peut-être pas en... quand c'est grand, voilà. Sur la libre communication des pensées et des opinions. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle le droit à la liberté d'expression. Et cet article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous rappelle aussi la liberté d'opinion et d'expression. Et je crois qu'il y en a un dernier, je crois que c'est l'article 10 du PIDESC ou quelque chose comme ça qui pose la liberté d'expression comme principe fondamental. Et je trouvais intéressant de mettre cette question parce que en fonction de votre thème, donc si vous tombez sur la liberté d'expression, c'est toujours bien d'avoir en tête les bases et ça vous permet de construire votre exposé sur les textes. Donc on en revient au texte pour partir après sur la jurisprudence et développer les idées que vous avez envie de développer, quoi. Sur ça, je pense, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou si on peut passer à la question d'après, les gars. Ouais, c'est bon. Donc, non, je pense que c'est bon. Ouais, ok, bah, sans plus tarder sur la question 2. Question 2. Alors, est-ce que la France peut-elle interdire l'accès à YouTube sur tout le territoire français ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire ? Question numéro 2 sur cette faisabilité. Majoritaire dans le chat, la réponse non, mais quand même 3 personnes qui n'ont pas juste sur celle-ci. Je sais pas si vous l'aviez, les gars, mais c'est quelque chose qui s'est passé en Turquie. Ouais. Antoine, je sais pas si toi ça te rappelle quelque chose ou pas. Bah, moi j'ai lu juste lu le diapo. Donc, Ouais, non, mais t'inquiète, mais ouais, ça m'avait étonné et c'est un arrêt de la CEDH qui traite de la Turquie où en gros la Turquie avait été dérangée par certaines vidéos de YouTube et a décidé de totalement bloquer l'accès de YouTube en Turquie. Mais certains scientifiques qui avaient qui travaillaient avec les vidéos YouTube se sont sentis lésés par la mesure, et à juste titre, selon moi. Et donc, c'est allé jusqu'à devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous voyez là, le fondement qui avait été utilisé, c'est l'article 10 de la Convention. Et la Cour en a jugé que voilà, YouTube étant un site d'hébergement, sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, partager des vidéos, et qui constitue à n'en pas douter un moyen important d'exercer la liberté de recevoir, de communiquer des informations et des idées. Donc, au vu de ce dispositif, ce n'est pas possible pour un État de bloquer l'accès complet à des vidéos. Mais par contre, bloquer l'accès à certaines vidéos dans certains pays, ça je sais que c'est possible. Mais c'est l'accès de manière intégrale qui est pas possible. Donc voilà. Peut-être c'était vous qui, je sais pas si c'était vous qui avez voté mal ou pas, les gars. Personnellement, moi j'ai mal voté, mais. Mais du coup, pourquoi avec le recul, je comprends, mais en fait parce que. Ouais, c'était quoi mon raisonnement, ça a été de faire. Oui, vas-y. Oui, voilà. Ça a été de faire l'analogie avec les États-Unis. Ok. Mais du coup, forcément, vu qu'ils ne sont pas signataires de la CEDH, parce que les États-Unis, ils vont interdire TikTok. Enfin, c'est en voie en tout cas.
Ouais, mais ça Et- justement, je me posais la question parce que j'avais vu que c'était Trump s'était un peu offusqué de TikTok, mais je me suis dit, est-ce que c'est juridiquement fondé même aux États-Unis? Donc peut-être tu as la réponse ou... Bah, je pense que oui, hein. Je pense qu'aux États-Unis, c'est juridiquement fondé, hein. D'accord. Ah oui, quand même. Tout comme ils ont pu interdire à Google de travailler avec la Chine. Oui, mais... Euh, Mais oui, ce oui, que moi je pense que c'est juridiquement fondé, hein. c'est qu'ils ont réussi à utiliser un argument de défense nationale en fait derrière. De Ouais, 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 sécurité nationale, c'est ça. il y a ces sujets-là aussi, effectivement, Je pense, de sécurité. je pense que c'est ça le sujet parce que enfin, l'atteinte au droit à l'information, elle est quand même costaud si t'interdis TikTok, pur et simple. Bien. Ouais, surtout que sur Après, pour TikTok... l'information qu'il y a sur TikTok, Ouais, mais sur TikTok, je crois qu'il y a des vidéos de camps Ouïghours en Chine qui sont sortis depuis TikTok. Même si hein, on savait ce qui se passait, enfin, même si on sait ce qui se passe mm. en Chine à ce sujet-là, c'était quand même assez intéressant. Donc Alors, ouais, TikTok a jusqu'au 12 novembre pour résoudre les problèmes de sécurité et ensuite ils seront bloqués. D'accord. Du coup, je pense que c'est ce qui fait écho aux commentaires de notre M notre M. ouais, dans le chat, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de... Là, je vais pas avancer, du droit de la concurrence, du fait que TikTok, enfin, c'est pas Microsoft qui voulait racheter TikTok et qu'il y a une autorité qui s'est opposée et que du coup, est-ce que ça vient pas de là au final, les mécontentements de Trump? Non, peut-être je me trompe alors. Je sais pas. Alors là, moi je suis pas. Ça Ouais, me non. dit quelque chose, hein, mais Ouais, non, mais une tentative de Je vais pas aller rachat par assez une loin entreprise américaine. dans le... Ah, mais oui, faudrait que je regarde là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Ok, ok. En tout cas, en France, avec la CEDH, c'est pas possible et de limiter comme ça cet accès à YouTube. Ok. Ok, ok. Question 3. Question 3. Toujours en matière de liberté d'expression, mais plus ici en liberté de la presse. Alors, quel objectif n'a pas été érigé en objectif à valeur constitutionnelle en matière de liberté de la presse? Donc, est-ce que c'est l'objectif de pluralisme? Est-ce que c'est l'objectif de neutralité? Ou est-ce que c'est l'objectif de transparence qui n'a pas été érigé en objectif à valeur constitutionnelle en matière de la liberté de la presse? Et puis dans le chat, Alicia qui nous dit: je pense qu'au niveau national, ça serait la même position, notamment en raison du caractère disproportionnel. Oui, en vrai, je suis assez Disproportionnel. d'accord. Oui, c'est quelque chose. Mais tu vois, Anthony, typiquement au grand oral, on te pose cette question. Je pense que ta position argumentée pourrait se justifier et elle pourrait être contre. Oui, enfin, Oui, vas-y, vas-y. en fait, il faut juste dire les arguments qui auraient été invoqués, c'est-à-dire la liberté d'expression d'un côté, l'ordre public de l'autre, si on estime que c'est une plateforme qui porte atteinte à l'ordre public. Enfin, toujours une question d'équilibre. Bien sûr. Et puis, de toute façon, si si la personne en face, elle a la réponse et qu'elle sent que du coup, vous avez eu votre argumentation et que ça ne tenait pas, mais que vous avez argumenté, bah, c'est là où elle essayera de vous ramener sur le droit chemin Après, elle peut te dire, oui, ça se plaide, mais la Cour la Cour Oui, européenne voilà. en a décidé autrement. C'est ça, et après, du coup, il faut essayer de revenir sur le chemin, quoi. Ok. Du coup, pour cette question 3, la bonne réponse, c'était la réponse B, majoritaire dans le chat. C'est la décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984 qui a porté en objectif à valeur constitutionnelle le pluralisme et la transparence en matière de presse. Et
Je ne vais pas dire de bêtises, du coup je vais vérifier le nom de la décision. Peut-être si vous l'avez vous les gars. Non, j'aurais pas. Parce que je crois... Hop. Je crois que c'est la décision qui s'intitule entreprise de presse ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai le lien du conseil constitue. La DC 84-181. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est entreprise de presse. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, là, il y a un résumé, je vous le mets dans le chat. Et donc, ouais, c'est les deux objectifs qui ont été mis. Peut-être si la personne qui a répondu faux a toujours pareil. Est-ce qu'elle n'hésite pas à nous le dire? Ok. Peut-être un petit point classement avant de commencer. Avant de reprendre là-dessus. Alors, en tête, au bout de 3 questions, nous avons contestant 7 et 8, poursuivi par Sabrina. Et ce soir, on peut voir que la queue du classement est occupée par Anthony. Donc, C'est le début. donc J'ai fait 2 faux pas et forcément ça pardonne pas. ça pardonne pas. Mais en tout cas, là dans le chat, vous êtes assez chaud et je me demande si les questions sont pas trop faciles parce que là c'est. Ah, franchement, moi je trouve que les questions sont pas faciles. Hein. Oh bah ça va alors. Mais en tout cas, ouais, c'est bien. En toute objectivité. En toute objectivité. Ok. Bah, on passe à la question en 4 si vous n'avez pas d'autres trucs à rajouter. Toujours pareil sur la liberté de la presse. Alors aujourd'hui, quel est le système de contrôle de la liberté de la presse? Est-ce que c'est un contrôle qui est plutôt un système préventif ou un contrôle qui est plutôt un système répressif? Donc comment contrôle-t-on aujourd'hui la presse en France? Si jamais on la contrôle. Ou même on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut contrôler la presse? Ça peut être une question. Anto, du coup, A ou B pour Je pense, celle-ci? je pense que je suis dans le vrai sur celle-ci. J'ai mis B. Ouais, c'était effectivement la réponse B, un système répressif. Donc là, je vous ai mis un peu... donc le 1, c'est plutôt les modes préventifs. C'est ce qui existait plutôt auparavant. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a plus d'autorisation préalable, donc il n'y a plus de censure à proprement parler, sauf situation particulière. Donc situation particulière, c'est tout ce qui va traire à l'article 16, l'état de siège, l'état d'urgence. Donc en dehors de ces cadres assez particuliers, la censure, elle n'existe plus en France. Et on a évolué vers un système d'autorisation préalable qui n'existe plus. Mais ça m'avait étonné. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, les gars. C'est qu'il reste aujourd'hui encore un système de déclaration préalable. C'est-à-dire qu'il faut déposer un certain nombre de numéros. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Au parquet pour que
on dépose le magazine au parquet, mais si par la suite il est attaqué, du coup ils ont tout de suite le journal ou le média sur place. Donc je trouvais que c'était un système qui était assez lourd, mais dans la pratique je sais pas trop comment il s'organise, mais ça existe quoi, en termes de préventif. Donc c'est pour ça que j'avais mis plus tôt, parce qu'il y a toujours cette obligation qui existe. Et oui, aujourd'hui, sinon, le système il est répressif, donc avec la diffamation qu'on connaît tous, et des crimes un peu plus spécifiques avec le délit de négation de crimes contre l'humanité, ou aussi l'infraction de provocation au suicide. Ça, c'est un peu moins dans la presse qu'on lit tous les jours ou de manière hebdomadaire, mais ça fait notamment référence à le livre qui s'appelait Suicide mode d'emploi, c'est ça? Qui... Je crois, ouais. Ouais, qui suicide mode d'emploi, donc livre qui a été condamné et je pense qu'il a été retiré du marché parce que... Ou c'était un livre ou c'était un blog? Parce que... Ah, je pensais au livre, mais peut-être que c'était un blog. Attends, je vais checker ça. Ah oui, je crois qu'il y a un livre qui a été censuré. Ouais, je pense que ça doit être le livre. Hein. Oui, c'était un livre. C'était bien un livre publié dans les années 80. Classé dans la catégorie. Sachant que si, à mon avis, si on vous demande qui contrôle justement le contenu de la presse, je pense que vous pourrez parler un peu peut-être du CSA aussi, qui contrôle tout ce qui est la presse audiovisuelle et à la télé, les films, etc. Ouais, c'est vrai que... Qui exerce une activité de contrôle assez stricte hein, quand même. Il y a plusieurs amendes qui sont dressées chaque année. Et si je dis pas de bêtises, le CSA, par contre, c'est un contrôle qui est préalable, non? Puisqu'il faut obtenir un numéro de film. Oui, mais ça c'est pour les films, mais pour Ouais. les émissions et tout, ils peuvent sanctionner a posteriori. Ouais. Ils peuvent mettre des amendes. C'est vrai que ouais, TPMP a été plusieurs fois sanctionné. Je me demande si CNews n'a pas été sanctionné pour les propos d'Éric Zemmour. Je pense que tu peux mettre ta pièce là-dessus, t'as pas trop de chance de la perdre. Hein. Mais ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que, quand on parle de presse, comme tu as dit, on peut penser de la presse écrite, les journaux papier, mais après on parle du CSA avec les émissions et en fonction du type d'émission, là, Antoine, ce que tu disais avec les films, c'est vrai que les films, il y a une autorisation préalable à avoir. Et il y avait le film, dernièrement, c'est pas le film d'animation. Ah, comment il s'appelait? Sausage. Oui, Sausage qui est. Sausage Party. qui avait été... Mais est-ce que les films sur Netflix ont cette obligation ou pas? Ou c'est un support... Oui. Ok, donc Oui. D'accord, ok. Enfin, c'est-à-dire cette obligation. D'autorisation à publication. Est-ce qu'ils sont soumis? Ils sont soumis au même contrôle, en tout cas a posteriori, c'est-à-dire que si jamais le CSA estime que ces films-là n'ont pas à être diffusés sur le territoire français, il peut les interdire. Mais au niveau de l'autorisation préalable, comme les films en salle, est-ce que... Ça, pour le coup, je sais pas. Je sais pas. Ok. Bon, si quelqu'un a la réponse, sinon je... En fait, pour le CSA, c'est un peu différent de la presse, puisque les chaînes communiquent leur programme avant. Ok. Mais du coup, ils communiquent... Ouais, c'est-à-dire qu'ils communiquent, mais au final, par exemple... Si on met une émission avec Zemmour, on sait qu'il sera là, mais pas forcément les propos qui vont être tenus, non? Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vous envoie un article sur la censure de Sausage Party. Le titre c'est Sausage Party, les poils pubiens d'un pain pita censuré. Alors là, je suis pas sûr que ça traite beaucoup de BLF, mais si vous voulez vous marrer. On passe à la question suivante? Ouais, avec plaisir. Question suivante sur les délais de prescription.
en matière droit de la presse. Alors, en dehors des infractions, infractions raciales, ethniques, nationales ou religieuses, quel est le délai de prescription des infractions de la presse? Donc, sans parler du début de ce délai. Là aussi, quand j'avais fait, c'est quelque chose. Quand tu reviens un peu les précieux, tu dis ah oui, c'est vrai que ça fonctionnait pas de la même manière. Et dans le chat, première question partagée de cette fin d'après-midi, où 2 personnes ont répondu à la bonne réponse. Et ce délai en matière de droit de la presse, c'est un délai qui est de 3 mois. Donc, comme vous pouvez le voir, attendez. Oui, comme vous pouvez le voir, qui est de 3 mois, qui se prescrit à 3 mois à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction et de poursuite qui a été fait. Donc, c'est 3 mois, c'est le cadre général, et c'est porté à 1 an justement pour les infractions qui ont un caractère racial, ethnique ou religieux. Donc les infractions qui sont un peu plus graves. Donc je sais pas si peut-être ce qui vous a fait un peu bugger dans le chat, ou si c'est juste que bon, c'est quelque chose que vous découvrez aussi. Tantôt t'avais mis quoi là, du coup? Je me suis pris les pieds dans le tapis. Ah ok. Sur 5 ans? Non, j'ai mis 1 an, mais... Ok. Non mais du coup, ouais, c'est... ça reste. Bah, je te cache pas que j'aurais pas eu non plus si j'avais pas fait, mais ouais, c'est un délai Je qui... savais qu'il y avait une prescription réduite, donc je n'avais pas mis 5 ans, mais... Ok. Mais là, en l'occurrence, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Ouais, je fais pas une très bonne session là ce soir, je vous avoue Ouais, que... ben, là, si on fait un point classement, peut-être avant... Pas spécialiste de la liberté d'expression. Ouais. Contestant 8, qui est premier avec 50 000 points. Ulysse Bueno, deuxième. Et Sabrina qui nous ferme la marche. Bah, Ulysse Bueno qui était déjà là cet été, donc qui occupait déjà les premières places. Donc pour le Grand Tour, ça a l'air de pas trop mal se passer. Et contestant 8, toujours présent également. Ouais. Il faut pas hésiter à lire son compte pour qu'on te spot un peu plus. Et je propose de passer à la question 6, question écrite par notre ami Antoine. Peut-être tu peux la lire, Antoine? Yes. Question 6. Lorsque les délits sont commis par voie de presse, l'article 42 de la loi sur la presse de 1881 prévoit une responsabilité en cascade, hiérarchisant les responsables. Dans quel ordre doit se faire la cascade? Les directeurs de publication, puis les auteurs, puis les imprimeurs, puis les vendeurs et les distributeurs? Ou alors d'abord les auteurs, puis les imprimeurs, puis les directeurs, puis les vendeurs? Ou alors Zemmour, puis Dieudonné, puis Soral, puis Closer? Ou alors les imprimeurs, les auteurs, les vendeurs, les typographes? Prenez le temps de bien lire et on lance le... J'aime bien la troisième, mais ça pourrait donner lieu à ce genre de choses. Hein. T'es pas à l'abri. Donc je vais lancer là maintenant le timer.
la bonne réponse qui a été proposée ici par Antoine, c'est la réponse A. C'est ça. Réponse qui fait l'unanimité, mais qui est quand même contestée dans dans le chat. Je pense que le troll de la réponse C, ça doit être Anto peut-être. C'est ça. Alors que vous savez que c'était là. Ok, mais du coup, est-ce que tu peux... Ouais, Non, bah, du coup, ça, c'est bête et méchant. Enfin, c'est bête et méchant. Il y a un peu une forme de hiérarchie qui serait celle des étages dans le siège du journal. Mais c'est vraiment le propre aussi d'un régime de responsabilité a posteriori. En fait, on enlève toutes les formes de censure et tout ça. Mais en conséquence, il faut être certain que si un délit de presse est commis, on puisse obtenir réparation. Et donc, on a cette responsabilité en cascade. Alors, on voit mal comment le buraliste du coin pourrait être tenu responsable en pratique, mais si jamais tout le monde venait à disparaître, à la fois le magazine, l'auteur, l'imprimeur, ben c'est lui qui devrait en fait réparer le préjudice subi par la starlette ou celui qui aurait été offensé. Ouais, je suis d'accord. Moi, la B, en fait, je l'avais éliminée par élimination parce que je me suis dit quand même que les imprimeurs soient responsables avant les directeurs de publication et les éditeurs. Ça me paraissait pas logique, tu vois. c'est vrai, mais du Ouais, ouais, je suis coup, d'accord. ce qui m'a... Autant entre les Ouais. auteurs et les directeurs, j'aurais pu hésiter. Ouais, moi aussi, c'est ce qui m'a fait hésiter, mais en même temps, je me dis, peut-être en même temps, au niveau de la liberté d'expression, si les auteurs sont les premiers concernés, peut-être que c'est pas top. Peut-être pour ça que... Aussi. Je sais pas c'est quoi la justification, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné le fait que, du coup, les auteurs soient après les directeurs de publication. Au niveau, du moins, de la cascade. Ok, ok. Et d'ailleurs, ça fait penser, vous savez, à cette affaire Matzneff, dans laquelle en fait Gallimard s'en est pris plein a été montré du doigt, bon, Matzneff aussi, mais donc je crois pas qu'il y ait eu d'action en responsabilité dans le cadre de l'affaire Matzneff, mais on voit bien qu'en fait, quand il y a des délits, enfin des délits, je sais même pas s'il y a un délit, mais quand il y a des affaires qui ressortent sur la presse, en fait, l'éditeur est tout de suite lié et tout de suite mis dans le bain. On l'a très rapidement. Alors, comme dernièrement, là, avec Valeurs Actuelles, et Sur sur le portrait dépeint de Danielle Obono, de la députée Obono. Ouais. C'est Valeurs Actuelles qu'on voit et à son directeur de publication, je suppose, qui sont en première ligne, et l'auteur même de la fiction romancée, peut-être on en entend, mais beaucoup moins, c'est plus Valeurs Actuelles qui est invectivé. Tout à fait. Ok, dernière question. Pour pas trop vous retarder, les gars, je sais que vous devez pas trop tarder. Dernière question. Donc, question 7. Toujours Antoine, je t'en prie. Ouais, on sort de la liberté d'expression. Ouais. On retourne en DLF et voire même en bioéthique. Droit de la famille, pardon. L'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de sa vie privée peuvent-ils justifier qu'un juge décide d'inscrire la mention parent biologique, sur l'acte de naissance d'un enfant dont le père biologique est reconnu comme une femme auprès de l'état civil? Oui ou non? Alors, la notion de père biologique, c'est pour la mettre à la place de. C'est qu'on ne sait pas si on met père ou mère, en fait. C'est pour ça qu'ils cherchent le parent biologique. Ok. Ok, donc je vais lancer. Donc, question binaire, oui ou non? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B, qui a pas fait. La bonne réponse. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est la réponse B. C'est cet arrêt là je crois, du 16 septembre. Vous savez, sur ce mari qui est devenu une femme
sur ses actes d'état civil, mais qui était marié, donc il est toujours avec une femme, sauf que du coup c'est marrant, enfin c'est marrant, aussi c'est marrant, parce qu'en fait c'était un couple homosexuel, enfin homosexuel en termes d'état civil, avant l'existence du mariage pour tous, du coup, puisque lui a été transsexuel et donc il a fait modifier son acte d'état civil avant le mariage pour tous. Sauf qu'en fait, il lui est resté son appareil reproductif masculin, malgré le fait qu'il ait un sexe féminin sur son état civil, et donc il a pu procréer. D'où en fait, ça vous le savez mieux que moi, tout ce sujet de savoir si il pouvait être reconnu en tant que mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Ce à quoi la Cour de cassation a répondu non. Mais le juge d'appel, donc le magistrat d'appel, lui, ce qu'il avait souhaité faire, en fait, c'est marquer parent biologique sur l'acte de naissance pour, en fait, justement, pouvoir concilier en fait, l'inconciliable, puisqu'en fait, ça n'y aurait pas eu besoin de mettre le sexe expressément, puisque enfin là, on voit un peu pas les limites, mais les conséquences aussi qu'ont en fait, et le fait que notre droit soit pas encore adapté à ces transformations sexuelles, puisque quelqu'un qui en fait est reconnu comme une femme en tant que telle peut quand même être un père biologique, et ça posait ce problème de l'acte d'état civil. Et donc le juge répond donc que non, il ne peut pas être marqué en tant que mère, il sera marqué en tant que père, et qu'il ne peut pas être marqué en tant que parent biologique parce que le juge ne peut pas en fait créer une nouvelle catégorie, un nouveau sexe sur l'acte d'état civil, sur l'acte de naissance. Ça relève du pouvoir législatif. Ouais, je pense que c'est des thématiques qui sont encore très fraîches pour le droit français, et je pense peut-être que ça montera à la Cour européenne des droits de l'homme. Je sais pas. Je sais pas s'il y a s'il y a une procédure devant la. Peut-être ouais. Là, 16 septembre, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que c'est une thématique. Je pense peut-être la semaine prochaine, on fera le quiz sur le thème de la bioéthique, puisque c'est assez d'actualité, c'est assez intéressant. En tout cas, pour ce soir, la personne qui s'impose, c'est Ulysse Bueno avec 71 000 points, qui est repassé devant contestant 8 et contestant 7. Donc félicitations à lui, mais aussi félicitations à tous. Peut-être juste un petit point sur mardi prochain. Comment ça pourrait s'organiser pour les simulations grand O. En gros, typiquement, voilà, il y a quelqu'un qui s'est inscrit et qui va passer. Ça va se passer comme une simulation grand O, si ce n'est que les questions, je pense, vont durer un peu moins longtemps. Et ce qui va être cool aussi, c'est que voilà, vous allez pouvoir assister à son passage. Je pense toujours dans la bienveillance et dans l'entraide. Je pense que là-dessus, la communauté, il n'y a pas de souci. Et surtout, voilà, dans le chat, en fonction de ce qu'il dit, les questions qui sont apportées ou même de l'exposé, vous allez pouvoir poser des questions comme si vous étiez à la place. Donc ça permet aussi de travailler le fait en fonction de ce que la personne dit. Il y a des questions qui nous viennent forcément à l'esprit. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le live mardi prochain. Et sinon, je pense qu'on se retrouve toujours mercredi prochain. Yes, révisez bien, faites des oraux et profitez. Ouais, bon courage à tous. À la semaine prochaine. Allez, ciao.